Carole Chazoul. Bonjour. Bonjour, enseignante-chercheur à la Grande École d'ingénieurs ISARA. Bonjour à tous. Sarah Mulberger, chef de projet alimentation territoriale à Métropole de Lyon. Bonjour. Guillaume Gontel, maraîcher à Ampuis. Sylvain Paul Maréchal, également maraîcher à Pape. Sylvain Dumas, arboriculteur à Saint-Genis-Laval. Et Cécile Crozat, directrice de la Chambre d'agriculture du Rhône. Voilà, donc toutes ces personnes vont donc prendre la parole pendant une trentaine de minutes. Et puis après, il y aura un temps d'échange avec vous, un temps de questions-réponses, sachant qu'on doit vraiment impérativement terminer à 10h45. Voilà. Les règles du jeu sont fixées. Donc, pensez bien à vous connecter donc, sur ce lien pour répondre à la question que je vous pose. Quelle valeur accordez-vous au circuit court ? Carole, peut-être que tu peux effectivement commencer. Oui, on va commencer. En attendant donc, que vous répondiez à cette question, qui n'est pas une question facile, mais vous pouvez répondre en mettant un mot ou deux mots. Pour vous, finalement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah. C'est la première, c'est la première conférence. On va essayer de faire en sorte que ça marche. Sinon, on peut le faire dans la salle. Finalement, quelle valeur vous accordez au circuit court ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un circuit court ? Est-ce que c'est finalement bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Quelle interrogation ? Alors, je ne sais pas si certains veulent dire un mot ou deux en attendant que ça marche. Oui. Proximité. Première chose, on en discutera. Oui. Pas d'intermédiaire, très bien. Monsieur ? Oui, alors ça c'est la question de la proximité. Effectivement, quand on parle de proximité, on parle de quelle proximité ? Une proximité géographique ou bien une proximité sociale, relationnelle ? Ça, c'est une question. On va en discuter. Oui ? Fraîcheur des aliments, tout à fait, on est d'accord. En lien avec l'environnement, alors ça c'est encore une grande question, mais bravo de l'avoir posée. C'est une question qui a beaucoup agité les milieux scientifiques notamment. Oui. La valorisation des producteurs, effectivement, c'est une ambition, c'est parmi les ambitions premières des circuits courts. Peut-être madame ou quelqu'un d'autre ? Non ? Bon. Alors, effectivement, on a entendu beaucoup de choses. J'attends juste pour voir si le lien marche. C'est bon ? On peut avoir le résultat ? OK. Donc, si vous avez répondu, on aura quand même un nuage de mots avec ces mots-là. Est-ce qu'on peut l'afficher ? Bon. OK. Donc, effectivement, du coup, on va passer sur une diapo, peut-être qu'on peut afficher aussi, sur qu'est-ce que c'est qu'un circuit court. Alors, dans la définition officielle du circuit court, on a quelque chose de très simple. En gros, un circuit court, c'est une réduction des intermédiaires. Donc, c'est une réduction des intermédiaires entre le consommateur et le producteur. Donc, un circuit court, c'est, dans la définition officielle, soit de la vente directe, soit de la vente entre le producteur et le consommateur avec au maximum un seul intermédiaire. Donc, partant de là, quand on parle de proximité, on voit bien que dans la définition du circuit court, il n'y a rien en fait qui est lié à une proximité géographique. Donc, très clairement, on pourrait dire qu'à partir du moment où vous achetez par Internet à un producteur aux États-Unis, c'est un circuit court. Voilà. Donc ça a posé beaucoup de questions, notamment par rapport à ce qu'on a discuté, la valorisation du producteur, le maintien des agriculteurs sur les territoires, sur la question environnementale aussi, parce qu'on voit bien, même si on voit bien qu'il y a des valeurs qui sont associées à ces circuits courts, bon pour l'environnement, l'économie locale, le lien social, qui sont des choses qui sont attendues dans le circuit court, dont on a envie. Ce n'est pas si évident que ça.
Alors, maintenant, je vais passer la parole à Cécile. Cécile Crozat. Oui, alors, pour compléter ce que présente effectivement Carole, vous dire simplement que, avant de parler de circuit court, il faut parler produit et production. Et pour produire, je ne sais pas si tu peux passer la diapo d'après, Carole, pour produire, il faut des femmes et des hommes qui ont envie de cultiver de la terre, d'élever des animaux, d'arriver à un produit agricole qui pourra être transformé en produit alimentaire. Il y a des fois une étape de transformation et puis après une étape de commercialisation. Si je rappelle ça, c'est qu'effectivement, nous, nos métiers au niveau agricole, c'est bien de produire. Pour produire, il faut de la terre, il faut de l'eau, il faut de l'air, il faut du soleil, il faut des conditions de production, il faut surtout des hommes qui ont envie d'avancer et de mener des projets. Et on en parlait avec les 3 intervenants que vous allez voir tout à l'heure sur les conditions de production cette année qui sont compliquées. Il y a à peu près 6 000 exploitations dans le Rhône, donc 4 000 professionnels, 40% de viticulteurs, on a à peu près 30% d'éleveurs, et puis le reste, c'est des maraîchers, des arboriculteurs, des céréaliers. Et on a eu un été difficile. Les vendanges vont attaquer dans le Beaujolais, dans les coteaux du Lyonnais, Condrieu, Côte-Rôtie, avec des conditions de production qui ont été très, très compliquées, avec de la moisissure, du mildiou, des maladies, etc., de la grêle, du gel, vous en avez entendu parler. Et donc, effectivement, tout ça conditionne le produit en suivant. Pourquoi on a appelé aussi cette partie-là folle histoire des circuits courts, c'est qu'effectivement, sur ce territoire qui est la grande métropole lyonnaise, j'englobe effectivement les territoires de proximité, la plaine de Lyon, le l'Ain, l'Isère, etc. On a une habitude effectivement de circuits commerciaux liés avec les marchés de détail. On a aujourd'hui plus de 200 producteurs qui sont présents sur les marchés de détail lyonnais aux alentours. On parlait de Vienne tout à l'heure. Mais vous retrouvez aussi des produits locaux sur des étals de gens qui ne sont pas producteurs et qui sont passés au marché d'Ouro et au carreau des producteurs à Corba. Ça, c'est le premier circuit en lien avec les producteurs sur lequel vous pouvez vous approvisionner. Les autres circuits existants sont aussi, bien sûr, à la ferme, et puis ce qu'on appelle les magasins collectifs. Alors, on est un peu fiers, effectivement, dans nos territoires, puisque le premier magasin de producteurs s'est mis en place il y a une 40aine d'années sur Mornan et a fait des émules, puisque si on a une 30aine de magasins sur le territoire du Rhône, quand je dis Rhône, c'est Rhône et métropole, hein, il y en a 400 sur le territoire français aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, une formule qui a essaimé. Peut-être que tu peux passer un petit peu. J'ai mis quelques photos parce que l'idée, c'était pas de vous abreuver de chiffres, mais plutôt de vous montrer effectivement ce qui existe, à la fois des étals et puis des magasins. Et puis, se sont développées de nouvelles formes, et je crois que ça sera l'idée qu'on verra dans les interventions, c'est que c'est aussi les modes de production évoluent, mais les modes de commercialisation évoluent. On a aujourd'hui des systèmes de livraison, de paniers. Guillaume me disait que ça existe depuis 1995. On a aussi des systèmes de casiers. Et puis, des nouvelles formes aussi, des formes plus festives, avec des événements sur la ferme, des paniers qui sont plus collectifs, c'est-à-dire qu'avec des AMAP, mais aussi d'autres systèmes via Internet qui sont des systèmes plus privés. Tout ça pour vous dire que cette multitude de modes de production, de produits et de commercialisation aboutissent effectivement des fois à des difficultés de se comprendre. On a parlé de proximité. Ça veut dire quoi, la proximité? Je crois que Sarah y reviendra sur la posture qu'a pris la métropole. Elle a dimensionné, elle a fait un choix, parce que je crois qu'à un moment, il faut aussi faire des choix. Cette multitude de façons de produire, de façons de commercialiser, amène effectivement un certain nombre de façons qui vous est présentées en termes d'alimentation très différentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir du produit, il faut d'abord qu'il soit produit. Oui, tout à fait. Et donc, ce mode de distribution rencontre visiblement un succès croissant. Comment vous le percevez, justement, Sarah Mulberger, au sein de la métropole? Ça marche. Au sein de la métropole, donc on accompagne ce développement. Comme le disait Cécile, c'est quand même quelque chose d'assez historique sur notre territoire. Dans le cadre des politiques agricoles et alimentaires dont Jérémy Camus a parlé en introduction tout à l'heure, on soutient un certain nombre d'initiatives.
Donc ça se fait aussi dans le cadre du projet alimentaire du territoire lyonnais. Donc on réfléchit à l'échelle de la métropole, mais aussi avec les territoires voisins, puisqu'on a 1,4 million mangeurs sur la métropole et 300 agriculteurs. Donc il s'agit aussi d'élargir un peu nos horizons et de coopérer avec les territoires voisins pour voir comment travailler ensemble sur ces projets. Et concrètement, sur la question des circuits courts, on peut intervenir à différents niveaux. On peut aider les producteurs dans leurs projets d'investissement, que ce soit des projets collectifs. On a pu aider des magasins de producteurs à s'installer ou des marchés. On peut aider des projets plus individuels. On a pu aider soit des aménagements à la ferme pour de la vente directe avec des espaces de stockage ou de vente, des distributeurs automatiques, comme chez Monsieur Dumas, il nous en parlera. Donc des distributeurs automatiques de fruits, des distributeurs de lait, récemment un distributeur farine, œufs, lentilles. Des ateliers aussi qui permettent de la transformation, du stockage ou du conditionnement, qui permettent d'avoir une plus grande diversité de produits, que ce soit des fruits transformés, des jus, des fromages. Donc on intervient financièrement à travers différents dispositifs pour soutenir ces projets. Des projets mutualisés aussi de logistique. On a pu financer des structures qui font des paniers pour qu'elles puissent avoir des camions réfrigérés mutualisés. Et puis on travaille aussi avec nos partenaires à travers un soutien aux acteurs du développement sur le territoire, dont la Chambre d'agriculture, l'ARDAB, le réseau des AMAP, qui sont autant de partenaires au service des agriculteurs pour les accompagner dans ces projets de développement. Et puis côté mangeur, on essaye aussi le plus possible de faire le lien entre ces projets, ces circuits de distribution et les Grands Lyonnais. Par exemple, on a édité une carte que vous pouvez trouver là sur la gauche qui présente les différents points de distribution sur la métropole avec les marchés, les magasins de producteurs, les distributeurs automatiques. On a pu travailler sur des signalétiques, sur des ventes à la ferme, et puis sur un certain nombre d'événements qui mettent en valeur les produits du territoire et qui sont autant d'occasions pour les consommateurs de rencontrer les producteurs. Peut-être un tout dernier mot aussi sur les nouvelles orientations de notre politique. Donc Jérémy Camus a parlé du projet alimentaire territorial avec 2 piliers, une question de reterritorialisation de l'alimentation pour faire en sorte que notre agriculture soit nourricière pour notre territoire, et puis une question de justice alimentaire. Donc sur les circuits courts se pose aussi la question, comme pour les autres aspects, de l'accessibilité de ces circuits de proximité et de qualité au plus grand nombre. Donc on soutient aussi un certain nombre d'initiatives pour que tous les types de publics puissent être touchés. Donc des points de distribution de produits frais et locaux dans les épiceries sociales et solidaires, des AMAP solidaires avec le Secours populaire, de la création d'AMAP dans les collèges par les collégiens eux-mêmes, qui du coup participent au choix de leur alimentation, et puis un certain nombre de travaux et d'ateliers de sensibilisation pour donner des pistes sur comment pouvoir s'approvisionner, quel type de produits, comment les cuisiner, et du coup rendre ces beaux produits de nos territoires accessibles au plus grand nombre. Merci Sarah. Alors Guillaume Gontel, vous êtes maraîcher à Ampuis. Racontez-nous comment vous est venue l'idée de vous lancer dans cette mode de distribution un peu particulier quand même. Alors bonjour, je vais essayer de faire quoi. Voilà, on est une exploitation maraîchère qui est en bio depuis 1968. On a toujours fait de la vente directe. Et dans les années 90, je remonte dans les années 90, on faisait énormément de marchés de détail et on s'apercevait que les marchés de détail de semaine commençaient à baisser. Et lors d'une visite à Nancy, dans une association qui nous faisait du compost, j'ai rencontré cette association qui faisait des paniers, qui livrait des paniers. Et avec des collègues de marché, on faisait tous, quand on préparait notre marché la fin de semaine, une petite vente à la maison. Et nos clients locaux nous disaient « mais vous n'avez pas du fromage, vous n'avez pas des trucs comme ça, vous ne pouvez pas mettre des producteurs ». Donc on a discuté, on s'est rencontrés et on a dit bah, « tiens, ça serait pas mal de se retrouver tous un jour, on prend les commandes de nos consommateurs, on se regroupe et quand on revient sur nos exploitations, on livre les commandes, les paniers ». Donc ça a été la première
expérience de panier, c'était en 95, ça s'appelait Dom Bio. Et dans ces années-là, on a décidé de faire des études avec l'ARDAB et on a fait un groupe de travail qui a démarré un projet qui s'appelait Bioreli à l'époque, de livraison de paniers sur Lyon. Bon, il n'y avait pas Internet, on travaillait avec le Minitel. Ce Bioreli a été abandonné parce que on n'a pas eu les subventions nécessaires au moment de la destitution de M. Millon, changement de région, et le projet s'est arrêté à ce moment-là. Et dans les années 2003, à peu près, j'ai pris un stagiaire qui voulait s'installer. Il me dit, bah ouais, je vais m'installer sur une exploitation à Marennes, et il va créer la première AMAP de France sur la région de Lyon. Là, je dis, c'est quoi les AMAP? Alors il me dit, ben, c'est une livraison de panier. Alors je dis, ça je connais, on sait à peu près faire. Donc j'ai rencontré le représentant d'Alliance à l'époque, qui était Ludovic Mendy, et je lui ai dit, écoute Ludovic, j'aimerais bien rentrer dans le système des AMAP, on sait à peu près comment il faut faire, et on va attaquer les AMAP. Alors il m'a envoyé un petit peu au casse-pipe, il m'a dit, écoute, ouais, j'en ai une qui veut se monter, AMAP, je ne sais pas s'il y en a qui sont de Saint-Étienne ici. Il me dit, tu vas aller faire la map de Credrock. Ah, c'est pas une map de Bobo, Credrock. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est un quartier, ceux qui sont de Saint-Étienne, ils peuvent connaître. Donc nous voilà, en 2005, on a attaqué la première AMAP à Credrock. Et les clients étaient tout contents d'avoir des légumes. On faisait déjà des marchés sur Saint-Étienne, on connaissait les Stéphanois. Donc ça a commencé à lancer. Après la deuxième AMAP, pour vous dire, c'était Bron-les-Essarts. Vous voyez le quartier de Bron-les-Essarts, les Tours. Voilà, c'est là qu'on a attaqué la deuxième AMAP sur Lyon. Après, on a fait Croix-Luiset, et ainsi de suite. On a monté des AMAP. On a monté des AMAP sur Saint-Chamond pour mettre en place des producteurs, c'est-à-dire les producteurs n'étaient pas prêts. On a démarré les AMAP pour que la MAP démarre, et après, on a laissé la place aux producteurs. Nous, notre conception, quand on a lancé ces AMAP, c'était de faire consommer du légume la semaine, puisqu'on s'apercevait que moins en moins de gens consommaient des légumes frais la semaine, et surtout des légumes de diversité. On s'apercevait que sur les marchés de détail, on vendait toujours les mêmes produits. Et des produits que les gens ne voulaient pas manger ou n'essayaient même pas de goûter. Et nous, notre but, c'était la biodiversité, c'était de faire le maximum de produits. Et d'ailleurs, presque dans toutes les années depuis qu'on est en AMAP, depuis 2005, on a mis un nouveau produit dans les AMAP, un nouveau légume différent. Alors, il y avait il y avait une affiche où on voyait un gars avec un chou-rove, et il pleurait devant ce chou-rove, et il disait « Mais tu fais partie d'une AMAP », parce qu'il ne savait même pas ce que c'était qu'un chou-rove. Et voilà, on a fait découvrir plein de produits comme ça. Donc, on a toujours refusé aussi de faire des AMAP en fin de semaine, parce qu'on se disait qu'il y avait assez de marchés de détail et assez pour la commercialisation en fin de semaine. Et on voulait effectivement faire des AMAP de début de semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Sur ce, là, dans les années 2005 aussi, il s'est créé une chose incroyable. J'ai vu arriver 7 jeunes qui sont arrivés vers moi et ils m'ont dit, voilà, tu sais un peu faire les paniers et tout ça. Et nous, on a monté une association, ça s'appelle Alterconso. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler d'Alterconso. Et on aimerait monter un système de paniers donc, qui regroupe donc, les producteurs, les salariés, puisque eux, ils étaient salariés, et les consommateurs. Et je lui dis, ça, c'est exactement ce qu'il faut, puisque toutes les nouvelles ventes qu'il va y avoir en direct, ce ne sera pas des ventes uniquement entre une personne, un acheteur et un vendeur. J'ai toujours dit qu'il fallait qu'il y ait une autre personne extérieure. Les AMAP, c'est l'association. Alterconso, c'est la société, qui est la première SIC de France, Alterconso. Donc, ils ont lancé ce projet en 1995 et on est parti avec eux. Voilà. Et après, dans les AMAP, on a fait pareil en 2011, pour vous dire, on a vu arriver des petits jeunes là, qui sont arrivés vers nous, là, ils venaient d'Isara. Ils étaient 5-6, ils sont venus nous voir à la maison et ils nous ont dit, voilà, on aimerait que tu nous fasses une AMAP à l'Isara. Alors, des petits paniers pour les étudiants. Ma femme, elle me dit, mais enfin, c'est très difficile de faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire des petits paniers? L'Isara, on ne va pas gagner notre vie à faire ça. Enfin, bref, c'est tout ça. Alors, on les a bien écoutés, puis on leur a dit, j'ai dit à ma femme, mais quand même, c'est notre avenir. On ne peut pas faire autrement. On est obligé d'accepter ça. Donc, on a attaqué la première AMAP d'étudiants à l'Isara, à Lyon, en 2011. Oui. Deux des étudiantes interviendront tout à l'heure justement pour nous raconter un petit peu comment. Après, on fait maintenant aussi notre AMAP d'étudiants. On fait l'ENS, les deux ENS, Descartes et Bono. Donc c'est des AMAP uniquement d'étudiants. On fait aussi des AMAP d'entreprise. On a eu fait des AMAP d'entreprise
Atos Online, par exemple, pour le truc. Ce que je voulais préciser au niveau des AMAP, c'est que je pense que c'est le seul, pour l'instant, c'est le seul mode pas de commercialisation, d'approvisionnement de produits pour que le consommateur soit conso-acteur. C'est lui qui décide tout il décide du délai d'approvisionnement, il décide de la quantité qu'il a dans son panier, il décide du prix. C'est lui qui est responsable de son panier. Donc c'est ça qui est très important. Et c'est le seul, et on l'a vu quand il y a eu la crise l'année passée, système d'approvisionnement qui pourrait peut-être pallier à des graves crises sanitaires. Parce que c'est vraiment du direct et le consommateur, il choisit aussi bien au niveau de la qualité que du prix, que du volume. C'est lui qui est responsable de son panier. C'est là la différence avec tous les autres circuits de distribution que l'on a aussi essayé, puisqu'on fait partie aussi d'un magasin de producteurs. On a monté Valferme à Ampuis en 2009 et on fait partie encore du magasin Valferme 2009. Alors, voilà Sylvain mon Dumas, expérience. Vous, de votre côté, racontez-nous, je montrerai très brièvement quelle est votre expérience, et surtout, essayez de nous raconter un petit peu le lien qui existe entre le producteur et les consommateurs. Alors, vous m'entendez très bien. Donc, nous, on a une exploitation familiale à Saint-Genis-Laval, principalement sur des fruits, cerises, abricots, poires, pommes. Nous sommes 2 frères, un neveu qui est présent pour faire la relève. On est plutôt spécialisé, donc notre vrai métier, c'est la production, vous l'aurez compris, et pas forcément ce qui se passe derrière. Donc, il faut comprendre que c'est 2 métiers différents quand même, et que notre principale préoccupation, c'est de produire. J'en reviens quand même à la question. Nous sommes habitués plutôt des circuits longs, traditionnellement, et 3 ans en arrière, la population qui nous environne, nous sommes très proches du milieu urbain, nous demandait sans arrêt des fruits pour leur consommation personnelle. Nous n'étions pas organisés pour ça, pour la simple bonne raison que le travail premier, c'est la production, ça demande beaucoup de temps. Et nous nous sommes dirigés vers un distributeur de fruits par casier, une distribution automatique. Ça sous-entend que chaque consommateur peut venir sur place à tout moment de la journée, choisir lui-même, sans notre présence, des fruits qui lui sont mis à disposition. Et donc, pour en revenir à la question qui est importante, quelle est notre relation avec le consommateur ? Eh bien, la première des choses qui nous a beaucoup plu dans ce système-là, c'est que nous nous sommes sentis valorisés. Vous l'avez dit tout à l'heure lors des mots que vous évoquiez, le circuit court. Notre métier a été valorisé par le consommateur, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il appréciait nos produits, on s'est rendu compte qu'il était d'accord pour le payer le prix nécessaire pour le produire, et ça nous a beaucoup mis en valeur notre métier, ça nous a redonné le moral. Je tiens à le dire parce qu'on fait un métier qui est soumis aux aléas climatiques, aux différentes contraintes européennes, je dirais plutôt nationales, et on a besoin d'encouragement, et ce circuit court en a été un cas très important pour nous. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Paul Maréchal, vous confirmez également que ça vous a permis de reprendre un petit peu des forces après des périodes peut-être un peu difficiles. Oui, voilà. Donc nous, c'est pareil, on est installé à Rieux-la-Pape, on a une exploitation familiale, je suis la 5e génération, et on a aussi un historique plutôt en maraîchage en circuit long, où petit à petit, au fil du temps, depuis une douzaine d'années, on a en fait basculé la production à la fois en bio et à la fois vers une commercialisation en circuit court. En bio, en changeant de production, en passant d'herbes aromatiques fraîches vers des tomates, courgettes, salades, fruits rouges, etc., qu'on vend en partie en magasins spécialisés, donc La Vie Claire, Bioclub, Satoris, qu'on peut retrouver donc sur l'agglomération lyonnaise et avec le siège social de La Vie Claire à l'ouest de Lyon, sur l'ensemble de la France. Et puis, pour en revenir au circuit court, il y a donc une douzaine d'années, on a créé Maréchal Fraîcheur, qui est un site de vente en ligne. On a fait des choix un petit peu différents, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas que notre production sur le site internet, on travaille avec une 60aine d'autres producteurs de la région qui nous permettent d'avoir une offre assez diversifiée et de proposer une gamme complète qu'on retrouve en livraison donc par nos soins en point relais en entreprise. Les points relais sont des commerçants de proximité, cavistes, fleuristes, bouchers, boulangers, et des entreprises, des écoles, des hôpitaux. Et effectivement, ça nous a permis
de valoriser notre production, celle de nos confrères. On travaille notamment avec la famille Dumas pour tous les fruits à pépins. Si vous voulez, d'arriver... L'objectif, au-delà du fait économique, c'est vraiment d'arriver à faire que le consommateur, dans cette ceinture verte lyonnaise, il puisse sortir à 8 km de Lyon, vers Saint-Gilles-Laval, à 13 km vers Rieux-la-Pape, dans des champs qui sont, avec des agriculteurs qui sont actifs, qui sont là, et arriver à soutenir cette activité agricole qui a franchement du mal à avoir de la visibilité sur les années à venir. À la fois, il y a les aléas climatiques qui sont durcis d'ailleurs ces dernières années, mais aussi économiquement avec tout un tas de difficultés qui sont la main-d'œuvre et autres. Et c'est vrai qu'on peut craindre sur les 10, 15, 20 prochaines années une raréfaction de la production locale et des producteurs, quand bien même les consommateurs poussent et suivent depuis quelques années de plus en plus. C'est vraiment compliqué de renouveler les générations. Et en tout cas, nous, ça s'est passé par un système de livraison un peu plus atypique, peut-être un peu plus complexe, et surtout une organisation qui se passe pas à travers une coopérative ou une autre forme juridique, mais par un intermédiaire qui est nous-mêmes. Et on redispatche après sur l'agglomération de Lyon nos produits et celles de nos producteurs partenaires. Je voulais préciser, sur la diapo d'avant, vous avez vu les casiers de l'exploitation de Sylvain, et là, vous voyez le panier de l'exploitation de Paul, avec les différents produits, ce que vous expliquez, avec la présence de différents produits dans la livraison. En un mot, je m'adresse à tous les trois. Vous nous avez fait part de vos difficultés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque vraiment pour essayer vraiment de pouvoir vous développer, essayer d'attirer encore le plus grand nombre de consommateurs? Écoutez, je crois que... Alors, je sais que vous ne pouvez rien faire sur la météo, sur le climat, on est bien d'accord, bien que... mais en tout cas, pour essayer, en termes d'organisation, quels sont les freins qui aujourd'hui peuvent éventuellement vous bloquer? Probablement, ils sont nombreux. Je crois qu'il faut plus qu'une séance de 45 minutes pour les établir, mais simplement, évidemment, toutes les problématiques d'entreprise en général et donc d'entreprises agricoles qu'on connaît actuellement, la main-d'œuvre, la technicité, fidéliser tout ce monde-là. Et après, pour attirer le consommateur, c'est continuer à se mettre en avant, à communiquer, à venir à ce genre de rendez-vous, pour se faire connaître et expliquer notre métier qui s'éloigne malgré tout dans les faits de plus en plus de la vie de citadins lyonnais, par exemple, et qu'il faut vraiment qu'on arrive à garder ce lien pour s'expliquer. Alors on a tout un tas d'outils aujourd'hui, les réseaux sociaux et autres, mais il faut vraiment rester en contact parce que, mine de rien, malgré l'intérêt des consommateurs, on ne le retrouve pas forcément dans les équipes qui nous rejoignent, de jeunes. En production, on peut agir sur le circuit court de différentes manières, mais en production, on se sent un peu seul parfois. D'accord. Vous confirmez? Moi, j'ajouterais que nous sommes je pense, des professionnels, que nous aimons notre métier, nous le faisons par passion. Le but étant de nourrir la population et que toutes les techniques qu'on utilise sont toutes discutables, mais nous penchons tous vers une évolution de la société en général. Et l'objectif, c'est de se sentir soutenu par la population. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt les regards qui sont tirés sur nous avec des gens qui ne connaissent pas forcément les techniques, le métier, etc. Et le soutien de la population, pour nous donnerait un peu des ailes. Guillaume, en un mot? Oui, il y a quelques petites améliorations qu'il faudrait faire, par exemple, au niveau du transport. Je donne un exemple. Pardon, on va avoir l'obligation d'arriver sur Lyon avec des véhicules qui émettent pas de CO2. Et donc, au niveau de la communauté urbaine, ils financent les véhicules pour les agriculteurs qui sont dans un périmètre de la truc. Malheureusement, moi, par exemple, j'habite en Puy, je ne fais pas partie de la communauté. Et donc, si vous voulez, dans peu de temps, que les agriculteurs puissent investir dans du matériel pour arriver à vous livrer dans les villes, il va falloir penser peut-être à ceux qui sont un peu à l'extérieur de la communauté urbaine. Autrement, ça ne va pas être facile. Donc, c'est simplement des petites améliorations qu'il faudrait faire. J'en ai d'autres, si vous voulez. Le message est passé, je pense. Alors, Carole, est-ce que vous nous présentez vos étudiantes qui vont arriver sur scène? Je vais leur demander de venir sur la scène. Le temps qu'elles s'installent... tu veux... Juste peut-être vous dire... je vais les laisser faire. Présentez-vous. Mettez-vous là peut-être. On peut rester debout.
Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Lise Picot, étudiante à l'ISERA à Lyon. Pour être honnête, je suis plutôt citadine et en entrant à l'ISERA, je ne savais pas ce que c'était une AMAP. Finalement, en première année, je suis devenue adhérente, puis en deuxième année, membre active de l'ISERA AMAP. Donc j'étais co-responsable du pôle légumes, du coup j'ai pu travailler avec Monsieur Gontel. Et là, je me retrouve présidente de l'ISERA AMAP et c'est vraiment un grand plaisir. L'ISERA AMAP, du coup, c'est l'association étudiante pour le maintien d'une agriculture paysanne. Monsieur Gontel, ça a été l'un de nos premiers producteurs à avoir travaillé avec nous. Et c'est vraiment un plaisir de toujours l'avoir à nos côtés après plus de 10 ans. Après, l'ISERA AMAP s'est diversifié avec plusieurs produits. On essaie vraiment de rendre les produits accessibles au plus grand nombre, que ce soit les étudiants ou le personnel de l'ISERA. Et personnellement, je pense que l'alimentation, c'est vraiment essentiel, que nos intestins, en fait, c'est un peu comme notre deuxième cerveau. Il faut bien le nourrir, que ce soit via des aliments, des produits sains et bons, ou se nourrir de rencontres avec des producteurs, par exemple. Alors, concrètement, comment ça se présente ? L'ISERA AMAP, en fait, on fait le lien entre les producteurs et les AMAPiens, donc les adhérents de l'ISERA AMAP. On se divise en plusieurs pôles, donc des pôles production, que ce soit légumes, fruits, fromages, charcuterie, pain. Et donc, on fait ce lien-là entre les adhérents qui commandent, qui remplissent des tableurs Excel, pour nous ça fonctionne comme ça, qui font leurs commandes. Après, nous, on envoie ces commandes aux producteurs et ces producteurs nous livrent directement à l'ISERA. Une fois par semaine ? Une fois par semaine ou une semaine sur 2. Et vous arrivez à avoir des paniers avec quel ordre, avec quoi dedans et avec quel prix présenté ? Les paniers de légumes, par exemple, c'est environ 10 €, mais ça fait pour 2 personnes. Après, pour les autres produits, ça peut varier. Mais par exemple, pour les paniers de légumes, ce qui est cool, c'est que, en fait, c'est un peu la surprise. On sait à peu près la quantité qu'on aura, mais après, on peut découvrir des légumes qu'on n'a pas du tout l'habitude de consommer, comme le chou rave, comme l'a évoqué Monsieur Gontel. Alors du coup, moi je suis Romane Golin, je suis la trésorière de l'ISERA AMAP. Et donc voilà, pour parler un peu de l'ISERA AMAP, le but c'est vraiment de rendre l'alimentation plus accessible aux étudiants, parce que on est un peu connu pour manger que des pâtes. Et du coup, le but, nous, on est dans une école d'agroalimentaire, d'agronomie, donc en fait c'est par nous que ça passe en premier. Toutes ces questions d'alimentation, c'est nous qui serons les acteurs de demain au niveau de l'alimentation durable. Donc le but, c'est de pouvoir acheter des paniers de légumes, parce que c'est un peu compliqué pour nous d'aller sur les marchés. On a quand même beaucoup de travail et on n'est pas là la semaine dans les marchés. Donc c'est de pouvoir venir à l'ISERA. Donc les distributions se passent le midi. Donc c'est de pouvoir venir à l'école avec notre petit sac et de pouvoir repartir avec notre panier de légumes, avec nos légumes pour la semaine, avec notre fromage, nos œufs, notre lait, et d'avoir quasiment toutes nos courses qui sont faites juste en allant à l'école et en remplissant nos petits tableaux Excel. Et donc là, le but, c'est que tout ça devienne le plus fluide possible, parce que c'est un peu compliqué au niveau de la paperasse, mais là, pour l'instant, il faut qu'on imprime les tableaux Excel. On est en train de travailler sur de la dématérialisation, sur la dématérialisation des paiements aussi, parce que jusque-là, on travaille avec des chèques. Il faut qu'on essaye de pouvoir rendre tout ça le plus accessible possible et que le plus de personnes possible dans nos étudiants aient accès à nos produits, à des produits de qualité qui sont locaux, et qu'on essaye à travers nos actes, de prôner ce qu'on étudie, nous, à notre école. Donc, vous avez combien de membres aujourd'hui ? On a plus d'une centaine de membres. On va arriver vers 200. Et là, le but, c'est en fait qu'on en ait le maximum. On est plus de 200 par promo, et on est en école d'ingénieur, donc il y a 5 promos. Après, on n'est pas tous sur l'école en même temps. Mais voilà, le but là, c'est qu'on essaye d'agrandir un peu la map. Jusque-là, on n'avait qu'un producteur de charcuterie. Et donc pour les viandards, la map, c'était un peu un truc de bobo. Et d'écolo, de végétariens, tout ça.
Donc voilà, on propose aussi de la viande de qualité parce que la viande en supermarché, on n'est pas forcément, voilà, les étudiants achètent pas forcément ce qui est de la meilleure qualité, donc on essaye de leur proposer une viande qui va être de qualité. Peut-être qu'ils vont manger moins de viande, mais de meilleure qualité. On leur propose des solutions en tout cas. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais, donc on a encore quelques minutes justement d'échange avec vous. Posez vos questions, monsieur. Quelle est la... Cécile Crozat, peut-être que vous avez une... Oui, je crois qu'on l'a bien rappelé au démarrage, qu'effectivement, la définition de circuit court, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire et qu'effectivement, la notion de proximité, d'où le fait que vous rappelez effectivement le rôle des politiques, et je crois que Sarah l'a bien présenté sur ce qui essaie de faire par la métropole. Le département du Rhône s'est aussi doté d'un projet de programme alimentaire territorialisé. Donc je crois qu'effectivement, alors je ne sais pas si la réponse elle est législative, je crois qu'il sait pas, je ne sais pas si c'est la meilleure réponse. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de multiplier les rencontres et essayer de comprendre effectivement comment est produit le produit, de comprendre aussi que les conditions de production, ça a bien été dit, et c'est vrai que je crois que ça a été forcément... en tant que Chambre d'agriculture, nous, nos métiers, c'est d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets, dans leur manière de produire, dans leur manière de vendre, dans leur respect de la réglementation, etc. Et on est confronté, effectivement, aujourd'hui, plutôt à une problématique d'accompagnement, faute d'hommes, faute de femmes, mais faute aussi de complexité. Et plus que, je reconnais, que des problématiques, effectivement, de législation sur les distances. Nous, on se dit, voilà, multiplions les rencontres. Il y a un certain nombre d'outils qui existent. Il y a des AOC, il y a des AOP, on a parlé des signes officiels de qualité, on a parlé d'agriculture biologique, vous avez des systèmes d'AMAP. Je veux dire, il me semble que le panel existe. Après, la complexité, c'est comment on maintient des territoires agricoles, comment on fait en sorte de maintenir des terres agricoles, comment on fait en sorte que ces terres agricoles elles continuent de produire malgré les aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents, comment on fait en sorte de motiver des gens pour s'installer et de les garder le plus longtemps possible. Voilà. Oui, juste pour répondre à ça, on l'a vu, les circuits courts, c'est une grande diversité, mais surtout, c'est des outils de reconnexion. Donc, c'est vraiment permettre aux consommateurs que vous êtes de comprendre ce qu'est l'agriculture, qui sont les agriculteurs qui vous nourrissent, et d'aller vers eux, de les rencontrer, de discuter avec eux, de comprendre leurs contraintes, de comprendre comment ils sont importants sur nos territoires. Et ça, le circuit court, c'est un outil qui est vraiment fantastique pour ça. Une autre question, monsieur ? Oui, bonjour. Par rapport à la question du prix, des prix, si j'ai bien compris, au niveau des producteurs, le circuit court, c'est quand même une meilleure valorisation en général. Alors, dites-nous si vous confirmez ceci. Et par contre, mais en même temps, pour les consommateurs, en tout cas, l'idée reçue, et peut-être est-elle fausse, c'est que les circuits courts, en fait, c'est plus cher que la grande distribution, etc. Donc, justement, cette question des prix, parce que j'ai quand même tendance à penser que s'il n'y a que 10% de la population qui s'approvisionne à travers les circuits courts, il y a sans doute que la question des prix a un rôle à jouer. Bon. Elle est même vitale, hein, quand même. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre ? Oui, justement, pour les prix, moi, je ne trouve pas ça forcément... très cher, je trouve ça plutôt ça accessible. Et puis aussi, il faut voir du côté du producteur, puisque en travaillant avec les AMAP, ils ont une garantie financière, puisqu'on paie les productions à l'avance. Donc ça, c'est pas négligeable. Et puis nous, on a quand même dans notre AMAP vraiment directement accessible à l'école, et on récupère nos paniers, et je trouve ça vraiment pas cher, puisque
les quantités sont assez conséquentes pour un panier. Il y a quand même un service en plus qui est quand même la livraison, hein, qui est pas négligeable. Hein. Peut-être Paul, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, non, c'est ça, j'allais dire qu'il y a des coûts qui nous incombent quand on s'investit dans le conditionnement et la commercialisation, quand on investit dans des casiers, quand on investit dans de la livraison. On va sur des terrains qui ne sont pas forcément les nôtres en termes de maîtrise, etc. La deuxième chose, c'est les économies d'échelle. On est des producteurs on ne veut pas se comparer en économie d'échelle à des grands groupes dans les grandes surfaces qui proposent des gros volumes. Et puis, il faut bien parler à qualité et origine comparable. Voilà, une carotte, une pomme, on ne peut pas parler de la même chose en termes de qualité, goût, fraîcheur. Par contre, un prix, 1 euro, c'est 1 euro et on peut le comparer facilement. Ouais. Moi, je voulais dire une chose, c'est que quand vous êtes en face d'un conso acteur dans une AMAP et qui vous dit que les prix sont un peu chers, vous lui dites, écoutez, comme il sait exactement, il connaît le producteur, il peut discuter. Vous lui dites, par exemple, vous trouvez que la carotte bio, elle est un peu plus chère que ça. Vous lui dites, eh bien, écoutez, cette année, au mois d'août, vous êtes parti pendant 1 mois en vacances. À la limite, vous auriez pu venir nous aider un petit peu à sarcler nos carottes et quoi que ce soit. Puis vous lui dites, c'est pas que les agriculteurs, mais on emploie du monde. Moi, j'ai à peu près 12 personnes en plein temps toute l'année. Vous lui dites, écoutez, vous êtes en train de dire à mon salarié qui a sarclé tout l'été au mois d'août qu'il est un peu trop cher pour les carottes, ça va pas tellement lui faire plaisir. Et là, vous pouvez discuter au niveau du prix et expliquer pourquoi le prix est ceci. Mais je voulais dire, dans les AMAP, dans le système de panier, on fait des volumes. D'abord, on n'a pas le critère qualité ou le critère. On a des critères autres que le critère standard de vente. Donc, ça nous permet des moments de passer des produits à quantité plus importante et des prix plus réduits et des volumes plus importants. Donc, je ne pense pas que les prix soient plus élevés. Non, ça, c'est pas totalement faux. Sur l'ensemble, on a des prix lissés en plus sur l'année. On n'a pas d'accès de prix, c'est des prix qui sont lissés sur l'année. Et les gens peuvent manger tous les produits, toutes les sortes de produits à des prix abordables. La preuve, c'est que je fais des AMAP dans des quartiers, pour vous dire, Crède-Roc, c'est pas le quartier le plus riche de Saint-Étienne, hein. C'est certainement le quartier le plus pauvre, Beaubrun aussi. Les Essarts, c'est exactement pareil. Et les gens, ils descendent du quartier des Essarts chercher nos paniers. Donc je ne pense pas que c'est une question de prix. Pour finir, Sarah Mulberger. Oui, pour finir sur cette question du prix, se dire aussi que c'est des produits qui sont de qualité, qui sont frais et qui du coup ont cette valeur-là. Et puis qu'on a d'autres leviers pour pouvoir accorder un prix à cette alimentation. Ça reste quand même en général des produits frais qui sont nettement moins onéreux que des produits ultra transformés. Donc c'est peut-être aussi qu'est-ce qu'on a comme levier sur l'ensemble de notre alimentation pour davantage cuisiner. Peut-être, comme vous le disiez, pour des étudiants pour qui de la viande de qualité est certes chère, mais peut-être en manger moins en quantité pour pouvoir manger de la meilleure viande. Et donc, vraiment avoir cette approche d'ensemble pour pouvoir justement s'offrir ces produits de qualité. Merci à vous. Je suis désolé, je sais qu'il y a certainement encore d'autres questions, mais on est obligé de stopper maintenant pour pouvoir mettre en place les autres tables rondes. Merci de votre participation. Merci à vous d'être intervenu, d'avoir consacré votre temps. C'était très intéressant.